Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bon. Est-ce que je vais accrocher? Je vais mettre là. Hop. Et juste. Alors, on va reprendre où on en était resté. On en était, nous, sur le sujet de la maladie et droit pénal. Donc on termine ça et après ça, on attaque la thématique du ministère public. Voilà. Alors, sur la maladie et droit pénal, je m'étais arrêtée au 1A, c'est ça? J'avais fait le petit 1 seulement et pas le petit 2. Hein, on avait fait un petit 1 sur l'incrimination des atteintes au droit à la santé. Et là, on allait entamer un petit 2 sur l'incrimination des atteintes aux malades. Alors, sur l'incrimination des atteintes aux malades, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le droit pénal n'intervient pas là pour protéger la santé de l'individu. Le droit pénal n'intervient pas là pour protéger la santé de l'individu, mais pour protéger les droits et intérêts de l'individu dont la santé est défaillante. Alors, on a plusieurs niveaux d'intervention du droit pénal pour protéger les droits et les intérêts du malade. Premier niveau d'intervention, c'est la protection de la dignité du malade. Protection de la dignité du malade, vous pouvez citer ici l'incrimination des discriminations. Le malade est expressément mentionné par le législateur parmi les personnes ne devant pas être discriminées. Ensuite, protection de la vie privée du malade. Deuxième niveau de protection, c'est la protection de la vie privée du malade. Et là, dans la protection de la vie privée du malade, on pense bien sûr à l'incrimination de violation du secret professionnel, et plus spécifiquement, pour la thématique qui nous intéresse, de violation du secret médical. Protection également, troisième niveau de protection, de l'intégrité du malade. On songe alors à l'infraction de délaissement de personnes hors d'état de se protéger. Délaissement de personnes hors d'état de se protéger. Le malade est expressément mentionné par le législateur parmi les personnes ne devant pas être délaissées. Et enfin, protection du patrimoine du malade. Et là, c'est l'incrimination d'abus de faiblesse. Vous voyez, autant d'hypothèses dans lesquelles le droit pénal, effectivement, vient protéger les droits et les intérêts de l'individu dont la santé est défaillante. Ok? On en arrive au grand B, la maladie, facteur de répression pénale. Grand B, la maladie, facteur de répression pénale. La maladie va parfois générer une répression plus sévère que celle que l'on aurait appliquée en l'absence de l'existence de maladie. Et ça, on le retrouve à la fois au niveau de la peine prononcée, ce sera le petit 1, et au niveau de la peine exécutée, ce sera le petit 2. Petit 1, la maladie source de sévérité dans le prononcé de la peine. Deux points ici, d'abord commencer par nous parler de l'influence de la maladie de la victime sur le prononcé de la peine. Influence de la maladie de la victime sur le prononcé de la peine. Et là, vous allez évoquer la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime. On évoque là la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime. Là encore, lorsque le législateur définit la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime, il mentionne l'état de santé défaillant de la victime. Bien. Deuxième point sur l'influence de la maladie de l'auteur.
La maladie de l'auteur va également influencer le prononcé de la peine dans le sens de la sévérité. Plusieurs choses que vous pouvez ici mettre en exergue. D'abord, première chose, parlez-nous du trouble mental ayant aboli le discernement. Parlez-nous d'abord du trouble mental ayant aboli le discernement. Vous savez que depuis la loi du 25 février 2008, le juge pénal a la possibilité de prononcer des mesures de sûreté qui sont des sanctions pénales, à proprement parler. Le juge répressif a la possibilité de prononcer des mesures de sûreté à l'encontre de l'irresponsable pénal pour cause de trouble mental. Ainsi, le malade mental est la seule personne de notre paysage pénal, susceptible d'être pénalement sanctionné, alors même que pénalement irresponsable. Dites-nous un mot, ensuite, du trouble mental ayant simplement altéré le discernement. Selon l'article 122-1 alinéa 2 du Code pénal, la juridiction qui prononce la peine peut prendre en compte le trouble mental ayant simplement altéré le discernement. Peut prendre en compte, ça n'impose absolument aucune espèce d'obligation à la juridiction répressive. D'accord ? La loi n'impose donc aucune obligation à la juridiction répressive. Or, en pratique, qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque que, le plus souvent, compte tenu de la dangerosité qui résulte de l'existence du trouble mental, les tribunaux prononcent à l'encontre de la personne dont le trouble mental a altéré le discernement une peine plus sévère que celle qu'ils auraient prononcée contre un criminel sain d'esprit. Enfin, parlez-nous de la mécanique des peines complémentaires. Peines complémentaires, ce sont les peines qui viennent s'appliquer en complément, d'accord, donc en plus de la peine principale. Eh bien, certaines peines complémentaires sont spécialement attachées à l'existence d'une maladie. Certaines peines complémentaires sont spécialement attachées à l'existence d'une maladie. On pense par exemple à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Pensez par exemple au suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Donc, vous voyez, dans toutes ces hypothèses-là, la maladie, effectivement, va jouer comme un facteur de plus grande sévérité de la peine prononcée. Et on va voir que c'est une tendance que l'on retrouve au niveau de l'exécution de la peine. On en arrive donc au petit 2. Petit 2, la maladie, source de sévérité dans l'exécution de la peine. Alors, la plus grande sévérité dans l'exécution de la peine va poursuivre deux buts. Premier but, premier point. Premier but, premier objectif, il s'agira pour le droit pénal, de guérir les personnes
dont on considère, guérir les personnes dont on considère que la maladie les rend dangereuses pour la société. Guérir les personnes dont on considère que la maladie les rend dangereuses pour la société. On parle, en pareille hypothèse, de médicalisation du droit pénal. On parle, en pareille hypothèse, de médicalisation du droit pénal. Mais alors attention à ne pas s'y tromper, cette médicalisation ne vient pas se substituer, elle ne vient pas se substituer à la peine exécutée, elle vient s'y ajouter. Deux éléments, deux exemples, deux illustrations que vous pouvez ici exploiter. D'abord, parlez-nous de la mesure de rétention de sûreté. La mesure de rétention de sûreté, il ne faut pas s'y tromper, elle a une véritable occurrence médicale. Je vous rappelle que c'est une mesure privative de liberté dans un centre socio-médico-judiciaire qui doit avoir pour objet, notamment, pas que, mais notamment, de fournir des soins à la personne dont est avérée la particulière dangerosité. Particulière dangerosité qui va par ailleurs justifier le placement en rétention de sûreté, laquelle est évaluée par des experts psychiatres. Donc on est bien ici sur une privation de liberté supplémentaire qui va s'appliquer postérieurement à l'exécution de la peine prononcée par la juridiction, d'accord, qui trouve son fondement dans l'existence d'une maladie. Vous pouvez nous dire un mot également, toujours sur ces illustrations-là de médicalisation du droit pénal, vous pouvez nous dire un mot également de la castration chimique. Loi du 10 mars 2010, utilisation du traitement inhibiteur de libido, qui se généralise. Enfin, qui se généralise en prison, pas de panique. Donc, qui se généralise et qui, bien souvent, s'applique pendant l'exécution de la peine privative de liberté. Le deuxième point ici, deuxième but que l'on va poursuivre, c'est la surveillance des personnes considérées comme dangereuses car malades. Il s'agit pour le droit pénal ici d'assurer la surveillance des personnes considérées comme dangereuses car malades. Et pour assurer la surveillance des personnes considérées comme dangereuses car malades, on va développer ce qu'on appelle des réseaux de sûreté. Réseaux de sûreté qui permettront d'établir une surveillance postérieurement à l'exécution de la peine privative de liberté. Le meilleur exemple de ces développements de réseaux de sûreté nous est fourni par le fameux placement sous surveillance de sûreté qui a été mis en place également par la loi du 25 février 2008. Un placement sous surveillance de sûreté qui peut s'accompagner, vous le savez, d'une obligation de soins pour la personne qui en fait l'objet. Alors vous connaissez la différence entre le placement sous surveillance judiciaire des personnes dangereuses et le placement sous surveillance de sûreté ? Sur le contenu, c'est exactement la même chose, sauf que la surveillance judiciaire des personnes dangereuses, elle va s'appliquer sur le temps des réductions de peine qui auront été accordées, tandis que le placement sous surveillance de sûreté, c'est une mesure qui va pouvoir largement excéder la durée initiale de la peine prononcée. D'accord ? C'est donc une mesure de surveillance qui s'applique postérieurement à l'exécution de la peine privative de liberté et qui en aucun cas ne vient s'y substituer. Donc, autant d'hypothèses dans lesquelles, effectivement, on le voit bien, c'est finalement
la prédominance des thèses positivistes, avec l'émergence de ce droit pénal sécuritaire, la maladie est considérée comme un facteur de dangerosité de l'individu et le droit pénal va s'assigner pour mission de canaliser cette dangerosité en développant effectivement des politiques sécuritaires avant tout. Bien, mais il arrive également qu'on fasse prédominer le subjectivisme défense sociale et dans ce cas la maladie va devenir non pas un facteur mais un obstacle à l'application du droit pénal. Grand 2, la maladie obstacle à l'application du droit pénal. La maladie obstacle à l'application du droit pénal. Deux choses ici. On va retrouver les mêmes temps que sur le grand A. Parfois, la maladie va faire obstacle à l'engagement de la responsabilité pénale. Dans d'autres hypothèses, la maladie va faire obstacle non pas à l'engagement de la responsabilité, mais elle va faire obstacle à la mise en jeu de la répression pénale. Donc, grand A, la maladie obstacle à la responsabilité pénale. Maladie obstacle à la responsabilité pénale. Et ici, on va voir que la maladie est tantôt une cause subjective, tantôt une cause objective d'irresponsabilité pénale. Petit a, la maladie cause subjective d'irresponsabilité pénale. Maladie cause subjective d'irresponsabilité pénale, expliquez-nous là que... expliquez-nous d'abord, la mécanique par laquelle opèrent les causes subjectives d'irresponsabilité pénale. Vous savez que les causes subjectives d'irresponsabilité pénale font obstacle à la constitution de l'infraction en empêchant la caractérisation de son élément moral. Elles font obstacle à la constitution de l'infraction en empêchant la caractérisation de son élément moral. Bien. L'élément moral de l'infraction repose à la fois sur l'imputabilité et sur la culpabilité. Eh bien, la maladie pourra jouer, le cas échéant, sur la composante imputabilité. Donc, maladie qui pourra jouer sur la composante imputabilité. L'imputabilité repose elle-même sur la réunion, d'une part, du discernement, capacité de comprendre, et d'autre part, de la volonté, capacité de vouloir. Eh bien, tantôt la maladie pourra anéantir le discernement, tantôt la maladie pourra anéantir la volonté. Et dans les deux cas, elle aura pour effet de faire obstacle à la constitution de l'infraction en empêchant la caractérisation de son élément moral. Premier point ici sur la maladie abolissant le discernement. Premier point ici sur la maladie abolissant le discernement. Là, c'est bien sûr la thématique du trouble mental ayant aboli le discernement. Malgré la loi du 25 février 2008, le trouble mental ayant aboli le discernement demeure une cause d'irresponsabilité pénale. Le trouble mental ayant aboli le discernement demeure à proprement parler une cause d'irresponsabilité pénale. D'accord ? Donc ici, vous allez nous parler d'abord des conditions de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Hein, donc, je vous rappelle qu'il peut s'agir d'un trouble mental de quelque nature qu'il soit, puisque le législateur vise d'une façon générale le trouble psychique ou neuropsychique. Donc, un trouble mental de quelque nature qu'il soit, seul compte le fait que ce trouble mental ait aboli le discernement concomitamment à la commission de l'infraction. Alors expliquez-nous que l'abolition du discernement est évaluée bien évidemment par des experts psychiatres. Et dans l'hypothèse où une telle abolition peut être démontrée, l'infraction pénale n'est tout simplement pas constituée, faute d'éléments moraux. Dans d'autres hypothèses, ce n'est pas le discernement, mais la volonté que peut venir affecter la maladie. Deuxième point, la maladie abolissant la volonté. Et là, sur la maladie abolissant la volonté, on va évoquer ces hypothèses dans lesquelles la maladie peut recouper la cause subjective de contrainte. Et effectivement, les juridictions répressives ont déjà admis que la maladie puisse s'analyser comme une contrainte. Les juridictions répressives ont déjà admis que la maladie puisse s'analyser comme une contrainte, cause d'irresponsabilité pénale. Également cité par exemple un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 15 novembre 2005, Chambre criminelle 15 novembre 2005, qui dégage de sa responsabilité pénale des chefs d'homicide et de blessures involontaires, le conducteur qui a provoqué l'accident alors qu'il était pris au volant d'un malaise à la fois imprévisible et irrésistible. Ça va ? Donc là encore, la maladie va faire obstacle à la constitution de l'infraction en empêchant tout simplement la caractérisation de son élément moral. La maladie est également, petit 2, une cause objective d'irresponsabilité pénale. Petit 2, la maladie cause objective d'irresponsabilité pénale. Maladie cause objective d'irresponsabilité pénale. Alors, il y a des hypothèses dans lesquelles la justification par la maladie est admise et d'autres hypothèses dans lesquelles la justification par la maladie est discutée. On va s'intéresser d'abord aux hypothèses dans lesquelles la justification par la maladie est admise. Justification par la maladie admise. Là, vous allez évoquer essentiellement des hypothèses ponctuelles d'ordre ou d'autorisation de la loi ou du règlement. L'ordre ou l'autorisation de la loi ou du règlement ne joue parfois que si une maladie peut être démontrée. La maladie apparaît alors comme la condition de la justification.
Alors, plusieurs exemples qui sont ici exploitables. Songez d'abord à ce que l'on appelle couramment les violences thérapeutiques. Alors, les violences thérapeutiques, c'est pas je te frappe parce que ça me fait du bien, hein. On est bien d'accord. Hein. Les violences thérapeutiques, je précise, les violences thérapeutiques, ce sont ces actes qui juridiquement s'apparentent à des violences qui sont accomplies par les médecins et le personnel soignant, d'accord, qui s'apparentent à des violences parce qu'il va s'agir par exemple d'une opération chirurgicale, d'une amputation, etc., mais qui vont se trouver justifiées, de par la finalité thérapeutique qu'elles ont poursuivie, d'accord ? Vous pouvez évoquer également, deuxième illustration, l'infraction de violation du secret professionnel, et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse de violation du secret médical, dont la commission est imposée par la loi en présence d'une maladie contagieuse. Hein, les médecins ont l'obligation, dans notre droit, de signaler à l'autorité sanitaire, d'accord, les maladies classifiées par le pouvoir réglementaire comme contagieuses qu'ils ont pu constater dans l'exercice de leur profession. Citez également la thématique de l'interruption médicale de grossesse. Interruption de grossesse en dehors des délais légaux. Interruption de grossesse en dehors des délais légaux, qui se trouve justifiée lorsque est avéré un danger pour la santé de la mère ou pour la santé de l'enfant. Dans tous ces cas de figure, effectivement, la maladie apparaît bien comme la condition, comme la cause de la justification. Et dans d'autres hypothèses, la justification par la maladie est discutée. Justification par la maladie discutée, c'est en tout premier lieu l'incontournable exemple de l'euthanasie. Hein, c'est en tout premier lieu l'incontournable exemple de l'euthanasie. Illustration de l'euthanasie, alors il faut connaître l'état du droit sur cette thématique-là. En droit positif, le droit positif relatif à l'euthanasie résulte de la loi Leonetti relative aux droits des malades en fin de vie du 22 avril 2005. La loi Leonetti du 22 avril 2005 légalise ce que l'on appelle couramment l'euthanasie passive, c'est-à-dire le fait de laisser mourir. Elle maintient en revanche, dans le champ du droit pénal, l'euthanasie active. C'est-à-dire le fait d'aider à mourir, positivement. Bien. On sait que l'état du droit génère une situation qui finalement est peu satisfaisante, car quotidiennement non, mais ça pourrait l'être. Couramment, les tribunaux doivent se pencher sur des hypothèses d'euthanasie active, où les individus qui ont entendu faciliter la bonne mort, comme on dit, se retrouvent pénalement poursuivis des chefs soit d'homicide volontaire, soit d'empoisonnement. Donc situation insatisfaisante. Situation insatisfaisante. Voilà pourquoi le gouvernement réfléchit actuellement
légaliser l'euthanasie active. Le rapport de la commission Sicard a été remis en décembre 2012 au président de la République. Un rapport qui préconise, à mots couverts, mais tout de même, rapport qui préconise la légalisation de l'euthanasie. Active. On attend donc impatiemment sur cette thématique-là le résultat des travaux parlementaires. Autre hypothèse dans laquelle la justification par la maladie est discutée, vous pouvez nous dire un mot de l'usage thérapeutique du cannabis? Usage thérapeutique du cannabis, il faut savoir que certaines juridictions du fond ont admis qu'une maladie puisse constituer un état de nécessité au sens de l'article 122.7 du Code pénal, justifiant la commission des infractions d'usage et de détention de stupéfiants. Vous pouvez citer par exemple Cour d'appel de Papeete, 27 juin 2002. Attention, spécificité locale quand même. Voilà. Mais ceci étant dit, ça tient. Puis on a d'autres juridictions, des tribunaux notamment, qui ont déjà admis, une telle justification. Donc pourquoi pas? Ça va? Et enfin, pourquoi pas, vous pouvez nous dire un mot des impératifs bioéthiques. Les lois bioéthiques, notamment du 6 août 2004. Érigent, elles aussi, la maladie comme un fait justificatif dans certaines hypothèses. On peut penser, par exemple, au fait que procéder à des expérimentations sur l'embryon humain est constitutif d'une infraction pénale. Procéder à des expérimentations sur l'embryon humain est constitutif d'une infraction pénale, sauf hypothèse dans laquelle ces expérimentations seraient susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs. Vous voyez, donc là encore, maladie, cause, objectif d'irresponsabilité pénale, le cas échéant. Grand B, la maladie, obstacle à la répression pénale. Grand B, la maladie, obstacle à la répression pénale. C'est tantôt la maladie mentale, tantôt la maladie physique qui vont faire obstacle à la mise en jeu de la répression pénale. Petit 1, la maladie mentale. Deux illustrations ici. Première illustration. Évoquer le trouble mental postérieur à l'infraction mais antérieur au jugement. Trouble mental postérieur à l'infraction, mais antérieur au jugement. Ce trouble mental constitue une cause de suspension de l'action publique. Ça signifie qu'en présence d'un tel trouble, les poursuites sont suspendues
jusqu'à ce que l'individu revienne à un état normal. D'accord ? Bien. Cela s'explique par le fait que, dans notre droit, il n'est pas possible de juger une personne qui n'est pas capable de comprendre la procédure dont elle fait l'objet. Impossibilité de juger une personne qui n'est pas capable de comprendre la procédure dont elle fait l'objet. Impossibilité que l'on déduit du droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxième point, vous allez évoquer le trouble mental apparaissant en cours d'exécution de peine. Alors là, on a un principe, une pratique. Le principe, c'est que le trouble mental fait échec à l'exécution des peines privatives de liberté. Un trouble mental qui fait échec à l'exécution des peines privatives de liberté. D'accord ? Sauf que les statistiques de l'administration pénitentiaire nous démontrent bien qu'en pratique, il est très compliqué. Il est très compliqué de mettre ce principe en œuvre. Je vous rappelle que l'administration pénitentiaire avance le chiffre de 20% des condamnés privés de leur liberté seraient atteints, selon l'administration pénitentiaire, de graves troubles mentaux. Pour que l'administration pénitentiaire dise graves troubles mentaux, ça va être un truc, D'accord ? Bien. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme veille et elle n'hésite pas à condamner sur le terrain de l'article 3 de la Convention article 3, interdiction des traitements inhumains et dégradants, les États qui auraient maintenu en établissement carcéral sans traitement médical approprié des condamnés malades mentaux. Cour européenne des droits de l'homme, notamment 11 juillet 2006, affaire Rivière contre France. Petit 2, la maladie physique. Petit 2, la maladie physique. S'agissant de la maladie physique, on va évoquer là la thématique de la suspension médicale de peine. Cette fameuse suspension médicale de peine, elle nous vient d'abord et avant tout du droit européen des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme, 27 juin 2001, affaire Papon contre France. Vous savez, c'est l'histoire où Maurice dit qu'il est trop malade pour rester en prison. Alors, on connaît en Gironde. Papon contre France, que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme ici? Elle vient nous dire que
l'article 3 de la Convention interdit le maintien en détention d'une personne âgée et malade. L'article 3 de la Convention interdit le maintien en détention d'une personne âgée et malade. Cela constitue un traitement inhumain ou dégradant. Pour autant, dans l'affaire Papon contre France, la Cour européenne des droits de l'homme ne conclut pas à la condamnation de la France. D'accord? Mais le principe est énoncé, malgré tout. Elle n'a pas précisé, la Cour, que c'était uniquement si l'âge avancé ou la maladie était incompatible avec les conditions de détention uniquement? Absolument. Ce qui fait que, justement, il n'y a pas d'obligation. Voilà, il n'était pas suffisamment, enfin l'état, la situation de santé de Maurice Papon n'était pas suffisamment évoluée pour qu'effectivement on puisse considérer qu'il y avait une incompatibilité ici entre l'incarcération et l'état de santé. Bah, comme tous les critères. Cour européenne des droits de l'homme qui, sans condamner la France, pose tout de même le principe. Voilà pourquoi, par la suite, la loi du 4 mars 2002 introduit dans notre droit une mécanique nouvelle, la mécanique de la suspension médicale de peine. Suspension médicale de peine qui permet de suspendre purement et simplement l'exécution des peines privatives de liberté des condamnés malades dont la maladie engage le pronostic vital à court terme. Loi du 12 décembre 2005 derrière, qui est venue exclure les récidivistes du bénéfice de cette mesure. Vous voyez, donc, au terme de tout cela, on voit bien que tantôt la maladie va susciter l'application du droit pénal, tantôt au contraire la maladie va justifier le retrait du droit pénal. Concrètement, on est dans une conciliation fragile des intérêts en présence. On est dans une conciliation fragile des intérêts en présence. On voit bien que notre droit pénal est à la croisée des chemins entre ce subjectivisme sécuritaire et ce subjectivisme social. D'accord ? Ce qui le conduit, sur des thématiques comme la maladie, à arrêter des positions, et on le voit très bien avec l'hypothèse du trouble mental ayant aboli le discernement, à adopter des positions qui peuvent s'avérer, à certains égards, extrêmement paradoxales. Et j'en ai terminé avec ce sujet. Des questions sur tout ça? Non, ça va? Très bien. On passe à la thématique du ministère public. Alors, sur le ministère public, bon, vous avez bien compris que c'est le thème de l'année, ça, le ministère public. Il y en a qui disent « Ah bon ?» Youhou! Alors, le ministère public. Avant d'entamer le corrigé de la dissertation, on va faire le point sur
les différentes choses qu'il faut savoir, qu'il faut avoir en tête sur cette thématique-là, sachant que ces différents éléments de réponse, il faut les resservir dans tous les sujets qui tournent autour de des thématiques actuelles, hein, la preuve, l'autorité judiciaire, la garde à vue, la vie privée, etc., etc. Hein. Tout le problème de la procédure pénale en 2014, c'est la question de l'appartenance des magistrats du ministère public à l'autorité judiciaire. Et ça irrigue absolument toute la procédure pénale relative à la phase de mise en état. Hein. Donc ça, il ne faut pas passer à côté, il faut le connaître. Alors, vous savez que la difficulté que pose aujourd'hui toute interrogation relative au ministère public, c'est la question de l'appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire. C'est là une difficulté qui a été révélée à travers la thématique de la garde à vue. Mais qui s'étend aujourd'hui bien au-delà du domaine de la seule garde à vue. Il faut bien comprendre l'origine du problème. Origine du problème, et c'est là qu'est née effectivement la difficulté, le problème trouve son origine dans le droit à la sûreté. Il a dépassé aujourd'hui cela, hein, mais au départ c'est ça. Au départ c'est le droit à la sûreté. Le droit à la sûreté, qu'est-ce que c'est? Le droit à la sûreté, c'est la garantie contre les privations arbitraires de la liberté d'aller et de venir. Garantie contre les privations arbitraires de la liberté d'aller et de venir. Et ce droit à la sûreté, il implique notamment, que toute mesure privative de liberté soit contrôlée par un membre de l'autorité judiciaire. Ce droit à la sûreté, tel qu'on vient de le définir, il a d'abord une valeur constitutionnelle. Valeur constitutionnelle parce que article 66 de la Constitution, hein, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Et valeur conventionnelle également. Valeur conventionnelle parce que article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté doit être aussitôt présentée à un membre de l'autorité judiciaire. Or, ces règles ont posé problème au regard de la mesure de garde à vue. Vous savez que pour ces 48 premières heures, la mesure de garde à vue, est placée sous le contrôle des magistrats du ministère public. Alors je dis pour ces 48 premières heures, il s'agit bien évidemment de la totalité de la garde à vue quand on a affaire à une garde à vue de droit commun, du coup. Donc 48 premières heures de garde à vue placées sous le contrôle des magistrats du ministère public. D'où la question de savoir si l'on peut oui ou non considérer que les magistrats du ministère public appartiennent à l'autorité judiciaire. Car vous le comprenez bien, ce n'est que si l'on considère que les magistrats du ministère public appartiennent à l'autorité judiciaire, que la garde à vue telle qu'elle est organisée par le droit français respecte le droit à la sûreté tel que garanti et par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme.
Alors, plusieurs étapes qu'il faut bien connaître sur cette question. Plusieurs étapes qu'il faut bien connaître sur cette question. Il ne faut pas hésiter à les restituer telles quelles. Première étape, c'est la fameuse décision, Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre. Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre. 29 mars 2010. Affaire Medvedev contre France. 29 mars 2010, Medvedev contre France. Dans cette affaire, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme énonce que pour que le droit à la sûreté soit respecté, le magistrat qui contrôle la mesure de garde à vue ouvrez les guillemets, la formule est importante, il faut la connaître, doit présenter les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des partis, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public français. Fermez les guillemets. Donc, que nous dit là la Cour européenne des droits de l'homme? C'est assez clair, elle nous dit les magistrats du ministère public en France n'appartiennent pas à l'autorité judiciaire pour deux raisons. Les magistrats du ministère public en France n'appartiennent pas à l'autorité judiciaire pour deux raisons. Première raison, ils ne sont pas indépendants à l'égard de l'exécutif. Première raison, ils ne sont pas indépendants à l'égard de l'exécutif. Seconde raison, ils ne bénéficient pas de l'impartialité. Seconde raison, ils ne bénéficient pas de l'impartialité, car ils sont tout simplement partie poursuivante. Alors, voyez, les commentateurs s'excitent comme des malades sur la thématique de l'indépendance, mais l'indépendance, on s'en fout, parce que quand bien même ils seraient indépendants, qu'ils demeureraient toujours partiaux et qu'ils n'appartiendraient toujours pas à l'autorité judiciaire. D'accord? Donc ce sont ces deux dimensions qui font obstacle effectivement au contrôle de la mesure de garde à vue par les magistrats du ministère public. Pour autant, dans l'affaire Medvedev, la Cour européenne des droits de l'homme ne conclut pas à la condamnation de la France sur le terrain de l'article 5.3, compte tenu, nous dit-elle, des circonstances exceptionnelles de l'espèce. Et effectivement, rappelez-vous les faits de l'affaire Medvedev. Dans l'affaire Medvedev, vous avez la mafia russe qui trafique de la cocaïne au large du Cap-Vert. D'accord? En gros, c'est un peu comme ça que ça se pose. Le navire est arraisonné par les autorités militaires françaises qui procèdent à l'arrestation des trafiquants et qui décident de les conduire au premier port français. Sauf que, comme on n'a pas encore inventé la téléportation, le voyage dure 13 jours. Et pendant ces 13 jours, les mafieux russes sont privés de leur liberté à bord du navire sous le contrôle à distance du procureur de la République. Dès qu'ils arrivent en France, ils sont présentés à un juge d'instruction. Bien. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit, oui, ok, en principe, ta garde à vue, elle n'est pas contrôlée par le procureur de la République parce qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire. Mais là, tu n'avais pas le choix.
Et dès que cela a été possible, dès l'arrivée en France, les requérants ont effectivement été présentés à un juge d'instruction, lequel, en revanche, nous dit la Cour, alors c'est très rigolo de la part de Strasbourg, parce qu'on est en pleine mouvance du rapport léger, donc aussitôt présenté à un juge d'instruction, lequel, lui, nous dit la Cour, présente les garanties d'indépendance et d'impartialité requises au titre de l'article 5.3. Voyez? Donc, pas de condamnation, finalement, dans l'affaire Medvedev, mais tout de même, un principe clairement énoncé de non-appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire. Qu'est-ce qu'on retient de ça, nous, en France? Pas de condamnation. Hein? En gros, vous voyez, la mémoire sélective, voilà ce qu'on en retient. Étape suivante, donc, dans cette bouffée optimiste, Conseil constitutionnel, question prioritaire de constitutionnalité, 30 juillet 2010. Conseil constitutionnel, question prioritaire de constitutionnalité, 30 juillet 2010, vous savez, c'est la fameuse décision garde à vue. Hein. Alors la décision garde à vue, on la retient beaucoup pour la faveur qu'elle accorde au lobby des avocats, hein, ça... C'est certain. En revanche, il y avait une deuxième question qui était posée devant le Conseil constitutionnel ici, et à laquelle le Conseil constitutionnel a répondu et qui est tout aussi importante hein, que la première. Deuxième question qui était posée était demandée au Conseil constitutionnel de s'assurer de la conformité au droit à la sûreté tel que garanti par l'article 66 de la Constitution, des dispositions du Code de procédure pénale, confiant aux magistrats du ministère public le contrôle des 48 premières heures de garde à vue. Et là, le Conseil constitutionnel va nous dire, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein, ces dispositions sont tout à fait conformes au droit à la sûreté, tel que garanti par l'article 66 de la Constitution. Car, nous dit-il, ouvrez les guillemets, attention, force de conviction, l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Fermez les guillemets. Les méthodes Coué, hein. Tout va bien se passer, je vais bien. Et donc, on voit arriver cette décision et on se dit, oh, il va y avoir un souci en haut de la pyramide, hein, tout de même. On a comme un léger désaccord entre Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme. Mais que va-t-il donc se passer? Étape suivante, Cour européenne des droits de l'homme, 23 novembre 2010, Moulin contre France, comme un moulin. Cour européenne des droits de l'homme, 23 novembre 2010, affaire Moulin contre France. Ici, la Cour européenne des droits de l'homme va reprendre la position qu'elle avait arrêtée dans l'affaire Medvedev sur la non-appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire. Elle reprend la position qu'elle avait arrêtée dans l'arrêt Medvedev concernant la non-appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire. Sauf que cette fois-ci, comme on n'est pas en haute mer et qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles, elle va conclure à la condamnation de la France. Condamnation de la France sur le terrain de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Et là, ça y est, jusqu'à présent le conflit était hypothétique, là maintenant il est réel entre normes constitutionnelles et normes conventionnelles. Mais que va donc faire la Cour de cassation? Étape suivante, chambre criminelle, 15 décembre 2010. Chambre criminelle, 15 décembre 2010. Et là,
la Cour de cassation nous donne un magnifique attendu. Ouvrez les guillemets. Quand même des magistrats qui parlent d'autres magistrats. Hein. On va garder ça en tête. Hein. Donc, Cour de cassation, 15 décembre 2010, c'est à tort que la Chambre de l'instruction, c'est à tort que la Chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, au sens de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas, je suis toujours entre guillemets, hein, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte, et qu'il est partie poursuivante. Fermez les guillemets. Donc très clairement, la Cour de cassation, elle se range dans le camp strasbourgeois, hein, d'accord ? La Cour de cassation va nous dire, attends, les magistrats du ministère public, non, ils n'appartiennent pas du tout à l'autorité judiciaire. Pas du tout. Donc contre le Conseil constitutionnel, et pourtant je vous rappelle que la norme constitutionnelle est censée être au-dessus de la norme internationale dans la hiérarchie des normes. Donc là, c'est vraiment fuck le Conseil constitutionnel, hein, pour le coup. Hein. Pour autant, la Cour de cassation reste diplomate, parce que, après ça, hein, elle pouvait bien leur offrir ce cadeau, néanmoins, la Cour de cassation va tout de même valider le contrôle des 48 premières heures de garde à vue par les magistrats du ministère public. Car elle vient nous dire, ok, les magistrats du ministère public n'appartiennent pas à l'autorité judiciaire, néanmoins, le droit français organise la présentation au JLD, magistrat du siège, dès la 48e heure. Or, nous dit la Cour de cassation, ce délai de 48 heures est conforme aux exigences du droit à la sûreté. Étape suivante. Là, les choses se calment un petit peu. Hein. On se dit, bon, ok, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire, néanmoins, ça n'a pas trop de conséquences concrètes. Donc, on va planquer tout ça sous le tapis. Hein. Tant que ma mesure de garde à vue reste régulière, j'ai été suffisamment emmerdée comme ça avec les avocats. Je ne vais pas en rajouter avec le parquet. Tu vois, c'est régulier, 48 heures c'est bon, on ne touche plus à rien. Étape suivante, loi du 14 avril 2011, venant réformer le régime de la mesure de garde à vue. Après maintes tergiversations, la loi du 14 avril 2011 va maintenir sous le contrôle des magistrats du ministère public les 48 premières heures de garde à vue. On maintient sous le contrôle des magistrats du ministère public les 48 premières heures de garde à vue. Parce qu'après tout, il n'y a pas de problème, 48 heures c'est bon. Étape suivante. Cour européenne des droits de l'homme, 27 juin 2013, affaire Vassis contre France. Donc, affaire Vassis contre France, et là, de nouveau, est posée à la Cour européenne des droits de l'homme la même question que dans l'affaire Medvedev. Et la Cour européenne des droits de l'homme va un petit peu clarifier sa position, enfin un petit peu, parce que vous allez voir que finalement, pas tant que ça, bien au contraire. Elle vient nous dire la chose suivante, elle vient nous dire, ouvrez les guillemets, l'intervention
d'un membre du ministère public, au début et pendant le déroulement de la garde à vue, ne soulève pas de difficulté, pourvu que la personne gardée à vue soit ensuite présentée à un membre de l'autorité judiciaire dans un délai conforme aux exigences de l'article 5, paragraphe 3. Délai qui est compris entre 2 et 3 jours. Alors là, on se dit, ouf, c'est bon. Mais non, parce que juste derrière, la Cour européenne des droits de l'homme vient de dire, mais nous, on s'est arrêté à la première phrase dans l'interprétation. Vous voyez, ce qui est passé à la chancellerie, on s'arrête à la première phrase. Et pourtant, il y a une deuxième phrase. Néanmoins, et là, c'est génial. Enfin, c'est génial, non, c'est catastrophique. Néanmoins, cette permission ne doit pas être interprétée. Néanmoins, cette permission, donc ce délai de 2 à 3 jours, hein, ne doit pas être interprétée, ouvrez les guillemets, la formule est très importante, vous allez comprendre pourquoi, ne doit pas être interprétée comme une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l'accusation. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire concrètement, ok, tu veux utiliser tes 48 heures pour présenter ta personne au magistrat du siège. Soit, aucun problème. Aucun problème, tu es dans mon délai de 2 à 3 jours. Néanmoins, tant que tu n'as pas présenté ta personne à un magistrat du siège, tu ne complètes pas ton dossier. Non ? Ce qui veut dire concrètement que tant que ton gardé à vue n'a pas vu de JLD, il y a 0 procès-verbaux qui peuvent être ajoutés au dossier. C'est ça l'idée derrière. Tu n'interroges pas la personne tant qu'elle n'a pas vu un magistrat du siège. Vous imaginez la catastrophe ? En gros, en fait, les premières 48 heures, là, ce que dit la Cour, c'est une garderie, quoi. Ben voilà, c'est une garderie. Oui. C'est de la rétention, on va dire. C'est de la rétention, absolument, ça ne peut pas être probatoire. Hein. En gros, elle aligne ça sur une mesure semi-administrative de privation de liberté. Ok, je comprends que tu as besoin de priver des gens de leur liberté avant jugement. Hein. D'accord, pas de souci. Je comprends que tu ne puisses pas tout de suite les présenter à un magistrat du siège. Je comprends aussi, mais attention, à partir du moment où tu les interroges, ils doivent systématiquement avoir vu un magistrat du siège. Voyez le truc ? Et là où c'est véritablement calamiteux, c'est que, au lieu... Parce que là, ils devraient tous s'exciter comme des malades, hein. Ils devraient tous s'exciter comme des malades en disant, putain, il faut que je sauve mes procédures, d'accord ? Je fais passer immédiatement mon contrôle du JLD dès le début de la garde à vue. Mais non. Hein ? Oh, c'est pas grave. On n'est pas condamné dans VA6. C'est pas grave. Vous allez voir. Enfin, bref. Donc, voilà où on en est en droit européen des droits de l'homme. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que ça, c'est juste le bordel sur la garde à vue, mais le bordel a débordé la garde à vue.
Vous voyez, à force de ne pas ranger, hein, c'est le bordel partout maintenant. Alors, phase d'extension du bordel, hors garde à vue. Étape suivante. Donc sur la garde à vue, on en est à VA6, hein, d'accord, pour l'instant. Mais on est allé au-delà, je vous le disais, de la seule garde à vue. Et là, c'est juste énorme. C'est juste énorme. La question de l'appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire a débordé le cadre de la seule garde à vue pour s'étendre aux autres actes d'investigation de l'enquête de police. Et plus particulièrement aux actes d'investigation potentiellement attentatoires au droit de chacun au respect de sa vie privée. Droit de chacun au respect de sa vie privée, hein, garanti par l'article 8 de la Convention. Pour être conforme au droit de chacun au respect de sa vie privée, les actes d'investigation de l'enquête de police doivent, suivant les termes de l'article 8 de la Convention, doivent remplir 3 conditions. Première condition, ils doivent être prévus par la loi. Deuxième condition, ils doivent être contrôlés par le juge. Vous voyez arriver le bordel là. Troisième condition, ils doivent être nécessaires et proportionnés au but poursuivi dans une société démocratique. Ils doivent être nécessaires et proportionnés au but poursuivi dans une société démocratique. La Cour européenne des droits de l'homme n'a rien dit pour le moment là-dessus. Parce que vous savez qu'en France, ce sont les magistrats du ministère public qui contrôlent en premier lieu, et qui autorisent, le cas échéant, les différents actes d'investigation potentiellement attentatoires à la vie privée. Vous voyez, une perquisition, pendant l'enquête, elle est placée d'abord et avant tout sous le contrôle du procureur de la République. Même si après ça, on peut en soulever, le cas échéant, la nullité devant un magistrat du siège, le contrôle immédiat est exercé par le procureur de la République. D'accord ? Même chose pour les réquisitions, etc., etc. Sauf que si le procureur de la République n'appartient pas à l'autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention, droit à la sûreté, est-il un juge au sens de l'article 8 de la Convention, droit de chacun au respect de sa vie privée? La Cour européenne des droits de l'homme, ne nous a jamais dit à ce jour, c'est important de le préciser, parce qu'on va voir qu'à la Cour de casse, il coule un plomb là-dessus aussi. La Cour européenne des droits de l'homme ne nous a jamais dit à ce jour que le fait que les actes d'investigation soient placés sous le contrôle des magistrats du ministère public portait atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée. Elle valide ce contrôle, d'autant plus que les personnes mises en cause ont la possibilité de demander la nullité des actes d'investigation par la voie de la nullité, soit devant la chambre de l'instruction, soit devant la juridiction de jugement.
Pourtant, la Cour de cassation ici a choisi de dépasser les exigences européennes. Et elle a choisi de les dépasser à l'occasion de cette fameuse affaire des géolocalisations. Chambre criminelle, 22 octobre 2013. 2 arrêts de principe. Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 2 arrêts de principe. Alors ici était en cause la validité de la pratique des géolocalisations. Les géolocalisations, qu'est-ce que c'est? Ce sont des techniques permettant de contrôler les déplacements d'un individu via la position d'une balise GPS sur son véhicule ou via le bornage de son téléphone portable. C'est une pratique d'enquête qui est courante, mais qui n'est pas expressément prévue ni réglementée par la loi, en l'état actuel du droit. Alors, en termes d'atteinte à la vie privée, c'est quand même pas l'acte d'enquête le plus attentatoire à la vie privée qui soit. Hein. Savoir où est une personne et quand, vous voyez, c'est jamais rien d'autre qu'une espèce de filature modernisée, quoi. Hein. D'accord ? C'est beaucoup moins attentatoire à la vie privée qu'une perquisition. C'est beaucoup moins attentatoire à la vie privée qu'une écoute téléphonique. Parce que vous avez la bande à neuneux qui vient nous dire « Ah bah tiens, c'est la même chose que pour les écoutes téléphoniques, c'est bien normal ». Non, entre écouter les conversations téléphoniques de quelqu'un, d'accord, et puis se renseigner pour savoir si à tel moment il était ou non à tel endroit, il y a quand même une grande marge en matière d'atteinte à la vie privée. Hein, c'est très léger là en termes d'atteinte à la vie privée. Hein. Vous êtes tous les jours géolocalisés avec vos téléphones portables. Hein. D'accord ? C'est pas... il y a beaucoup plus grave que ça en termes d'atteinte. Eh bien, que nous dit la Cour de cassation? Dans les faits, ayant donné lieu aux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation devait se prononcer sur des géolocalisations pratiquées en matière de terrorisme, d'abord, dans le cadre de l'enquête de police sous l'autorité du procureur, ensuite, dans le cadre de l'instruction préparatoire, sous l'autorité du juge d'instruction. Dans 2 arrêts de principe, rendus le 22 octobre 2013, la Cour de cassation énonce au visa de l'article 8 de la Convention. Énonce au visa de l'article 8 de la Convention. Alors que la CEDH n'a rien demandé, hein, je le rappelle. Hein. Énonce au visa de l'article 8 de la Convention que la technique de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit effectuée sous le contrôle d'un juge. Dont la gravité nécessite qu'elle soit effectuée
sous le contrôle d'un juge. Deux conséquences. Première conséquence, validité des géolocalisations effectuées sur commission rogatoire du juge d'instruction pendant l'instruction préparatoire. Deuxième conséquence, nullité. Nullité des géolocalisations effectuées pendant l'enquête sous le contrôle du procureur de la République. Nullité prononcée sur le terrain de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Au motif que, ouvrez les guillemets, attendu de principe, il est, alors, attendez, ouvrez les guillemets, hein, il est de jurisprudence constante, c'est génial, il est de jurisprudence constante que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire. Vraiment, Conseil constitutionnel, j'entends rien du tout de ce que tu m'as dit. Il est de jurisprudence constante que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité requises et qu'il est partie poursuivante. Fermez les guillemets. Et qu'il est partie poursuivante. Fermez les guillemets. Vous vous rendez compte? Ça veut dire concrètement que... Parce que elle avait des tas de moyens d'invalider les géologues. Elle pouvait nous dire, attends, c'est pas prévu par la loi, tu te fous de moi, tu te prévois par la loi, et après ça on valide. Non, non, non. Elle va sur le terrain, et uniquement sur le terrain, de la non-appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire. Mais, si on annule les géolocalisations au motif que les magistrats du parquet n'appartiennent pas à l'autorité judiciaire, alors qu'on a affaire quand même, en termes de vie privée, à l'un des actes d'enquête les moins attentatoires à la vie privée qui soit. Ça veut dire que concrètement, derrière, toute l'enquête va péter. Non? Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire j'annule la géolocalisation parce que c'est sous le contrôle du parquet et que le parquet il n'appartient pas à l'autorité judiciaire et dans le même temps aller dire par contre je valide la perquisition parce que là c'est pas grave que ce soit contrôlé par un magistrat du parquet. Et il n'y aurait aucune espèce de cohérence. D'autant plus que, encore une fois, dans les arrêts du 22 octobre 2013, à aucun moment, la Cour de cassation ne mentionne le fait que les géolocalisations ne soient pas réglementées par la loi. Voyez un peu le truc? Bien. Voilà donc où germent actuellement les difficultés relatives au ministère public. Hein, et on va voir ensuite, on va faire la pause et je déclinerai après les différentes réponses, c'est un bien grand mot. Hein, différentes réactions des autorités françaises à ce désastre annoncé. Bien, on fait la pause et ensuite je vous indique brièvement quelles ont été les réponses apportées à tout cela et on traite enfin le sujet sur le ministère public.